une petite récapitulation concernant la séance précédente. La séance précédente, on a commencé à étudier la loi selon le droit public. On a vu la pyramide de Kelsen, c'est la pyramide des normes juridiques. Et on a cherché à comprendre la logique de cette hiérarchie. Et on a trouvé que la logique la hiérarchie se base sur deux. Celle de l'organe qui est le texte. La procédure d'adoption du texte. Et la procédure d'adoption du texte. Très bien. Pour l'organe, c'était le pouvoir concession. Je vous l'ai dit, quel que soit son statut. Roi, commission, n'importe. L'essentiel, on l'appelle le pouvoir constituant. Et on a dit il y a deux pouvoirs constituants. Il y a un pouvoir originaire et absolu qui va rédiger la Constitution pour la première fois. C'est pas une seule fois. C'est pour la première fois. C'est-à-dire l'État, il n'a jamais eu droit à une Constitution. D'accord? Soit il n'a jamais eu droit à une Constitution, soit l'État est nouvellement créé, ça il faut le retenir. Hein. Comme par exemple la Slovénie, hein, les États de l'Europe de l'Est, quand on a déclaré leur création, les États qui sont nouvellement créés, ils avaient besoin d'une constitution. Le pouvoir constituant qui a rédigé ces constitutions, c'était la première constitution. Alors le pouvoir constituant était un pouvoir originaire ou absolu. Troisième cas, c'est le changement de régime. Régime dictatorial, régime démocratique. Le premier régime, on avait une constitution. Peut-être qu'on n'avait pas. Hein. Par exemple, il y a des régimes qui adoptent une dictature, mais en façade, il y a une démocratie avec les trois pouvoirs, etc. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. L'essentiel, il y a changement, comme le cas de l'Égypte. Il y avait un régime Moubarak et le régime Morsi. On était dans l'obligation d'adopter une nouvelle constitution parce que les régimes diffèrent. Et qu'est-ce qu'on a dit? Le pouvoir constitution originaire ou absolu, de quoi profite-t-il? Du vide constitutionnel. Il profite d'un vide constitutionnel. Et quand il profite de ce vide constitutionnel, on a dit, il écrit ce qu'il veut et comme il veut. Il écrit ce qu'il veut et comme il veut. Ça marche. Très bien. Le pouvoir relatif, on avait déjà une constitution et on va procéder à sa révision. Comme le Maroc. Comme le Maroc en 2011. Ça marche. Et comment on adopte une constitution? Oui, on a une référence. Et comment on adopte une constitution? On l'adopte? Le vote. Le référendum. Le référendum ou le référendum ou plébiscite. Et je vous ai donné la différence entre référendum et plébiscite. On impacte, on influence le peuple. Référendum, on lui laisse la marche ouverte, une marche de liberté pour décider. D'accord? Aujourd'hui, on va voir les traités internationaux. المعاهدات الدولية. À quoi sert un traité? Le traité sert à résoudre un problème qui préoccupe un ensemble d'États. Parfois, on peut rédiger un traité parce qu'il y a un prêt. Un État qui prête de l'argent à un autre État, ils peuvent
signer un traité qui prendra fin, bien sûr, avec le paiement de la dernière échéance. D'accord? On distingue. On va distinguer. On a des traités selon. Là, on parle de quoi? On parle de la typologie. La typologie des traités, les types de traités qui existent. Typologie des traités. On a typologie selon le nombre d'états. On a la typologie selon le nombre d'états. Il peut y avoir un traité de 2 états. C'est un traité bilatéral. Ce qu'on appelle traité bilatéral. Plusieurs états. Traité plurilatéral. Multiples états. Traité multilatéral. D'accord? Il y a une typologie selon l'objet. Une typologie selon l'objet. Il peut y avoir un objet temporaire, objet illimité. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Un traité de prêt. Je vous ai un État qui prête de l'argent à un autre État. L'objet est limité dans le temps. C'est-à-dire, une fois l'État débiteur rembourse sa dette, le traité prend fin. L'objet est limité. L'objet est limité. Il y a un exemple que vous connaissez tous, c'est comme les traités des droits de l'homme. Les traités des droits de l'homme, ce n'est pas limité dans le temps. Et il s'applique bien sûr éternellement, jusqu'à la fin de notre existence. Ça marche? Très bien. La procédure. Comment on adopte un traité? Alors, si on se réfère à la question qui a été posée par le droit public, qui édite le texte, à votre avis, qui édite le traité? Ce sont les États. Ce sont les États qui éditent le texte. Alors, ce sont les États qui éditent les traités. Comment on adopte un traité? Ça veut dire que c'est quoi la procédure adoptée pour avoir un traité? Procédure. On commence par quoi? On commence par ce qu'on appelle
les négociations. Les négociations. Alors, qui négocie? Certainement l'État. L'État va envoyer quelqu'un qui le représente. Ça veut dire, on lui délègue les pleins pouvoirs pour négocier un traité. D'accord? Une personne chargée par l'État spécialement, attention, soit, on est au Maroc, soit c'est le roi, dans une république, le président, sinon, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est le ministre des Affaires étrangères qui délègue les pleins pouvoirs à cette personne pour négocier. Comment on appelle cette personne? La personne qui va négocier le traité. On l'appelle ce qu'on appelle les plénipotentiaires. Les plénipotentiaires. Pardon? Non, c'est l'ambassadeur. Les plénipotentiaires, ce sont les personnes chargées de négocier les traités et que le chef d'État ou le ministre des Affaires étrangères lui a délégué les pleins pouvoirs pour se faire, pour négocier le traité. On les appelle les plénipotentiaires. On les appelle comment? Très bien. Si quelqu'un vous demande c'est quoi un plénipotentiaire? Bon, la définition d'un plénipotentiaire, des personnes qui ont reçu officiellement de la part de leurs États les pleins pouvoirs pour négocier le traité. Ce que je vous ai expliqué. Alors, officiellement, ça veut dire de façon officielle. Soit c'est le chef d'État qui délègue ses pouvoirs, soit c'est le ministre des Affaires étrangères. Très bien. Quand on négocie un traité, les plénipotentiaires de tous les États participant aux négociations, quand ils négocient le traité, on arrive à quoi? On arrive à l'authentification. Négociation, authentification. C'est quoi l'authentification? L'authentification veut dire tout simplement la signature. Qui va signer? Les plénipotentiaires. Ce sont les plénipotentiaires qui vont signer le traité. La signature ou l'authentification veut dire quoi? Acceptation. Veut dire trois choses. Le plénipotentiaire marocain, quand il signe, cela veut dire trois choses. La première, on n'a pas le droit de modifier le contenu du traité. C'est fini. C'est-à-dire, ça nous mène vers la deuxième. On n'a pas le droit de modifier le contenu du traité. Le traité devient officiel. Le traité devient officiel. Troisième chose, l'authentification ne veut pas dire que l'état d'origine du plénipotentiaire est bel et bien engagé. Non, pas encore.
On n'est pas encore engagé. Pourquoi? Monsieur, ça signifie seulement ce sont des négociations. On a négocié parce qu'il y a d'autres institutions Alors qui doivent approuver. On n'a pas arrivé à l'étape d'authentification. Non, on a authentifié, on a signé, on a négocié, on a signé. Parce qu'il y a une étape qui s'appelle la ratification. C'est là où on est engagé. Le Moussadaqa al-Mu'ahada. Et ici, il n'y a que l'authentification, il n'y a que la signature. Un traité politique, c'est ça? Bien sûr. Si vous voulez vous retirer, tu te retires. Parce que vous êtes un État souverain. On l'a vu. D'accord? Très bien. Sûr. Oui. Pourquoi on a envoyé dès le début ces personnes-là? Puisqu'on déjà dernièrement, c'est elle qui va signer. Très bien. Pourquoi envoyer les plénipotentiaires pour négocier, même s'ils signent, l'État ne s'engage pas? D'accord? Question pertinente. Est-ce que ce plénipotentiaire, est-ce qu'il est négociateur, Parlement, Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il peut, un plénipotentiaire, est-ce qu'il a les aptitudes de dire que le traité est conforme ou pas à la Constitution? Alors, d'accord, il peut signer, mais on laisse le soin de déterminer est-ce que le traité est conforme à la Constitution ou pas à l'institution compétente. Question de compétence, d'accord? Lui, il est là pour négocier, signer. Alors, on laisse le soin aux autres institutions de déterminer. D'accord? Pour arriver, en fin de compte, à la ratification du contrat. Très bien. Alors, on négocie ratification. Ça arrive à ce que quelques États ne participent pas aux négociations. D'accord? Ils n'ont pas participé aux négociations. Il y a des traités où on introduit, on introduit une clause qui permet aux États qui n'ont pas contribué à la négociation de déclarer leur adhésion. C'est une charte of mu'ahada. Même s'ils n'ont pas participé aux négociations, ils peuvent adhérer au traité. D'accord? Authentification, monsieur. Hein? Non, on a dit une fois on authentifie, le traité ne peut être modifié. Il devient officiel. Très bien. Alors, là, quand on parle de l'authentification, qu'est-ce qu'il manque maintenant? Il manque l'engagement. D'accord? Comment l'État va s'engager? Et pour, à titre d'information, l'adhésion des autres États qui n'ont pas participé aux négociations ne peut se faire qu'après quoi? Qu'après ratification. La ratification. Attendez. Le plénipotentiaire authentifie, signe le traité. Il ramène le traité avec lui. D'accord? Ce qu'on appelle le draft. Mouswaddat al-mu'ahada. D'accord? On l'appelle le draft. On ramène le traité qui a été authentifié, on le dépose pour voir. Tout d'abord, est-ce que le traité est conforme à la Constitution ou pas? Comment on appelle ça? On l'appelle contrôle de la
constitutionnalité. مراقبة دستورانية المعاهدة. C'est le contrôle de la constitutionnalité du traité, c'est-à-dire on va vérifier est-ce que le traité est conforme à la Constitution ou pas. Qui est compétent en la matière? C'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel. D'accord? Bien sûr, c'est un petit rappel. Qui a voté la Constitution? C'est le peuple. On va vérifier est-ce que ce que le peuple avait voté, hein? Est-ce que le traité est conforme avec ce que le peuple avait voté? Parce que si le traité n'est pas conforme avec ce que le peuple avait voté, c'est-à-dire la Constitution, on ne va pas l'adopter. D'accord? Elle est conforme. On va la voter. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste la ratification de Mosadaqa. Une fois on ratifie le traité, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? L'État est engagé. Ratification est égale engagement. Authentification, non, il n'y a pas d'engagement. Ratification, on s'engage. Qu'est-ce qui reste maintenant? Ratification, il reste l'entrée en vigueur du traité. Il reste l'entrée en vigueur du traité. Le traité, quand est-ce qu'il entre en vigueur? Tous les États qui ont été authentifiés, qui ont ratifié le traité, bien sûr, ils doivent envoyer leur ratification au secrétariat des Nations Unies. On envoie les ratifications au secrétariat des Nations Unies. D'accord? Le secrétaire général des Nations Unies. Bon, quand on authentifie, quand on signe, on n'est pas engagé. C'est pas à 100% tous les États qui ont signé vont ratifier. Logique. Ça se peut à ce que la constitution d'un État, hein, où là le traité n'est pas conforme à la constitution, ça se peut à ce que le Parlement n'accepte pas. Ça se peut à ce que le roi ou le président n'accepte pas. Ils doivent donner leur approbation. D'accord? Alors, ça se peut à ce que les États signataires, quelques États signataires, ne ratifient pas. C'est-à-dire, parfois, le traité entre en vigueur parce que l'ensemble des États ont ratifié. Parfois, le traité n'entre pas en vigueur parce que la majorité des États n'ont pas ratifié. Ça marche. On envoie les ratifications au secrétariat des Nations Unies. Une fois les ratifications sont rassemblées, on déclare l'entrée en vigueur du traité. Ça marche? Est-ce que vous avez des questions? Non? Il y a des procédures, bon, c'est la procédure normale, mais il y a des procédures qui sont spéciales. Il y a des procédures qui sont spéciales. Vous savez, quand il y a plusieurs États qui négocient, c'est pas
ça demande beaucoup de temps. Si le sujet, si le problème doit être traité en urgence, et si on attend à ce que tous les États authentifient et les parlements vérifient, ou le vote et le Conseil constitutionnel vérifie la conformité, ça va demander beaucoup de temps. D'accord? Là, on a ce qu'on appelle les procédures spéciales. Les accords en forme simplifiée. Les accords en forme simplifiée. C'est une procédure spéciale. Alors, pour gagner du temps, au lieu d'adopter cette procédure qui va demander beaucoup de temps, et le problème est urgent, on adopte la procédure des accords sous forme simplifiée. Ce qui veut dire, on n'attend pas le vote, l'identification, vote. Non, non, non. On passe directement à l'adoption. Les États signataires passent directement à l'adoption du traité, à condition. Les États signataires, ce qu'on appelle les accords, sous forme simplifiée. Hein? On les appelle les accords sous forme simplifiée. On adopte le traité d'office, sans passer par ces étapes-là. Parce qu'on va perdre beaucoup de temps. Parce que le sujet, il est urgent. On doit le traiter en urgence. On ne peut adopter un traité en se basant sur cette procédure en un seul cas. Quand le traité traite une loi. Quand il est question d'une loi. D'accord? Quand il est question d'une loi, je suis sûr que vous avez compris. Une loi, un traité qui touche une loi, normalement, il faut voir est-ce qu'elle est conforme à la Constitution ou pas. Les plénipotentiaires, ils sont pas compétents à traiter ce genre de cas. D'accord? Ils ne sont pas compétents à traiter ce genre de cas. Très bien. Il y a une autre procédure spéciale. C'est ce qu'on appelle le consensus. Consensus. On adopte le traité sans vote. On adopte le traité, voilà comment? Et si, puisqu'on a un grand nombre d'États, les négociations et la structure où se déroulent les négociations, on la transforme sous forme de parlement. Il y aura un bureau qui sera chargé de l'organisation. D'accord? Ça sera sous forme de parlement. D'accord? Et on procède, au lieu de perdre beaucoup de temps, c'est-à-dire au lieu à ce que chaque plénipotentiaire ramène le traité chez lui, ça veut dire son État, pour adopter cette procédure, non, on reste tous dans la même institution et on va, soit on adopte sous forme de consensus, ça veut dire sans vote, dans ce cas-là, tous les États sont d'accord. Parfois, on peut avoir affaire à un ensemble d'États qui est pour, ou qui sont pour, et un ensemble d'États qui ne le sont pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va voter à la majorité des 2/3 des États présents. La majorité des deux tiers. Monsieur, Oui. malgré
les États qui n'ont pas voté pour et voté contre sont Mhm. des États qui sont forts. Ne modifiez pas les traits. Ah oui. Si, par exemple, une des États qui sont forts dans le domaine international Mhm. vote contre la majorité. C'est un pas. Écoute, un État qui est puissant, d'accord, s'il ne veut pas adopter un traité, le cas du traité de Kyoto, il n'a pas été adopté ni par la Chine ni par les États-Unis. D'accord. Mais le vote ou le consensus ne veut pas dire que le traité va entrer en vigueur. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut la ratification pour que l'État soit engagé. D'accord? Alors là, c'est comme si on va donner une nouvelle chance aux États qui étaient contre. Peut-être d'autres États ne vont pas ratifier, comme on l'a dit tout à l'heure, et peut-être on va ratifier avec réserve. Al-Musadaqa bitahaffud. On va ratifier ce qu'on appelle un État réservataire. Je prends le traité, je ratifie le traité. D'accord? Mais je fais une réserve concernant les articles suivants. C'est-à-dire, je m'engage à respecter le traité, sauf les articles qui ont fait l'objet d'une réserve. Dans ce cas-là, on a un État réservataire qui a fait des réserves. On dépose le traité. L'État réservataire, soit tous les États vont accepter ces réserves, soit on va avoir affaire à des États qui vont faire objection à la réserve. On les appelle États objectants. Il y a deux situations. Soit on accepte la ratification avec réserve, soit l'État objectant aura affaire, plutôt l'État réservataire aura affaire à des objections de la part d'un ensemble d'États qu'on appelle les États objectants. On récapitule. Typologie, selon le nombre d'États. Deux États bilatérales. Plusieurs États plurilatérales. Multiples États, c'est multilatéral. Typologie selon l'objet. Oui, monsieur. C'est quoi la différence entre Plusieurs États, c'est plus que deux. D'accord? Quand c'est multilatéral, ça veut dire l'ensemble des États de la planète. D'accord? Comme les problèmes environnementaux. Ça concerne tout le monde. D'accord? Typologie selon l'objet. On a un objet temporaire et un objet illimité. D'accord? On a vu la procédure. On commence par la négociation. Qui est chargé de la négociation? Plénipotentiaire. Allez apprendre le mot chez vous. Apprenez-le par cœur. Plénipotentiaire. Hein? Plénipotentiaire. Si vous arrivez à le prononcer, vous aurez un voyage pour deux personnes. D'accord? Plénipotentiaire. Très bien, plénipotentiaire. Elle a les pleins pouvoirs pour négocier et authentifier et signer le traité. L'authentification veut dire trois choses. Le traité ne peut être modifié, le traité est devenu officiel et l'État ne s'engage pas. Parce qu'il reste une étape importante et avant qu'on ratifie, on prend le traité et il fait l'objet d'un ensemble d'études
et par le Parlement et par le Conseil constitutionnel. N'est-ce pas? Alors, quand on ratifie, on envoie la ratification au secrétariat général des Nations Unies. Ça se peut à ce que le traité entre en vigueur si l'ensemble des États, c'est le nombre, s'il y a un nombre logique d'États qui ratifient le traité. Il y a un ensemble logique des États qui ont ratifié. Si on n'a pas ce nombre logique, certainement le traité n'entrera pas en vigueur. Pour les États qui n'ont pas participé aux négociations, ils peuvent déclarer leur adhésion au traité si le traité le permet. Si le traité le permet, d'autres États peuvent y adhérer. Ça marche? On a dit encore, il y a des procédures spéciales comme Les accords en forme simplifiée. les accords sous forme simplifiée. Pourquoi? Là, les accords sous forme simplifiée, c'est pour gagner du temps. Quand il y a un problème en urgence. On n'a pas à perdre beaucoup de temps, on n'a pas à adopter toute cette procédure. C'est-à-dire, on l'adopte directement à condition que s'il traite une loi, certainement, il doit passer par la constitutionnalité par le contrôle de la constitutionnalité. Il y a le consensus. Oui, c'est sans Hein? Sans vote. On passe à l'adoption sans vote. Dans ce cas-là, il y a c'est quand les États signataires, les États qui négocient le traité, ils vont le négocier sous forme de parlement. On va s'organiser sous forme de parlement et consensus, on vote pas. Sinon, on vote avec la majorité des deux tiers. La majorité des deux tiers. Bien sûr, on ne croit pas qu'on est engagé. Il faut toujours la ratification. D'accord? Quoi encore? Monsieur, ratification avec réserve. On peut ratifier avec réserve. Et l'État qui ratifie avec réserve, on l'appelle État réservataire, qui peut avoir affaire à un État objectant qui rejette la ratification avec réserve. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Vous avez des questions? D'accord? Vous avez du travail la semaine prochaine. D'accord? Merci beaucoup.